Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toi. Donc, tu es géologue, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis plus spécifiquement explorateur, géologue, géophysicien. Donc moi, mon métier, pour faire court, c'est de faire partie de la chaîne de process d'exploration, donc de tout ce qui va de la détection des ressources métalliques des ressources naturelles en général liées à la géologie, jusqu'à sa mise en place sous forme de réserve et sa production minéralogique. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, je t'invite aujourd'hui donc pour parler un peu voiture électrique. Tu sais que donc l'Europe a fait évoluer sa réglementation. La voiture thermique neuve va être interdite à la vente à partir de 2035. Il y a Imerys qui va être un gros extracteur de lithium en France. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats qui tournent autour de l'impact environnemental de la voiture électrique, et notamment sur sa batterie au lithium, qui ferait que ce n'est pas forcément légitime de passer de la voiture thermique à la voiture électrique d'ici 15 ans, au niveau de la biodiversité, de l'impact environnemental. Donc écoute, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste. Donc je t'interroge aujourd'hui pour savoir un peu si tu peux nous parler de la voiture électrique et surtout de la batterie, de sa production, ce qui est à l'intérieur d'une batterie, les lieux d'extraction, l'impact sur la biodiversité, un peu tout ça, tout ça. Donc je te laisse t'exprimer. Moi, ce dont je vais pouvoir parler, c'est, on va dire, le début de la chaîne. Tout ce qui va aller de la formation naturelle jusqu'à la manufacture. Moi, mon métier s'organise vraiment autour de l'extraction du minerai. Alors, extraction du minerai, on voit tout de suite, comment dire, dans l'imaginaire collectif, on va avoir le côté mine avec les tractopelles, avec les explosifs, les grandes mines à ciel ouvert, comme on les voit vraiment dans la plupart des documentaires. Mais le lithium a une petite particularité qu'il est aussi beaucoup extrait depuis des saumures, des eaux très concentrées en sel. Les process miniers du lithium ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on va s'imaginer, on va dire. Euh, Après, à partir de là, on peut parler du lithium dans sa globalité. Donc on va avoir, comme dit, deux grands types de gisements pour le lithium qui vont être du coup, on a tendance à les classifier juste sous le terme saumure et rocheux. Donc ça va être une approximation, hein, mais en gros, on va, dans certains cas, récupérer le lithium dissous dans des eaux profondes, plus ou moins profondes d'ailleurs, ce qui se fait notamment en Amérique du Sud. Ce qui a été, l'usage veut qu'on parle notamment du triangle ABC, Argentine, Bolivie, Chili où dans ces endroits-là, on a en gros une concentration du lithium dans les eaux profondes de par le contexte géodynamique, notamment de par le volcanisme de la cordillère des Andes. Et ces eaux, quand elles se retrouvent dans des salars, donc des grandes étendues d'eau en évaporation, alors, ce sont des systèmes qui sont plus ou moins ouverts ou fermés, hein, mais ceux qu'on exploite le plus, ce sont du coup les systèmes fermés, où l'eau s'évapore plus qu'elle n'est rechargée, et où du coup, si on a du lithium dans de l'eau et qu'on enlève de l'eau, alors on augmente la concentration de lithium. Donc ça, ce fut vraiment une grande majorité de la production depuis les dernières années, pour le coup. Euh, C'est qui aujourd'hui le plus grand producteur de lithium? Le plus grand producteur de lithium, aujourd'hui, je pourrais pas vous le dire, parce que notamment, je peux vous parler plus de réserves en général. La production, c'est dans le minier, il va y avoir vraiment trois notions à aborder qui vont être la ressource, la réserve et la production. Donc la ressource, c'est ce qu'on a en théorie, c'est-à-dire vraiment le volume de matière exploitable multiplié par la concentration de la matière qu'on veut. La réserve, ça va être ce qui est accessible économiquement et techniquement. Et donc là, on change totalement de paradigme, où là, on va mettre en place, où va y avoir, comment dire, implication notamment du prix de vente, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gisements qui vont être rentables et d'autres qui vont être pas rentables, selon la concentration. Notamment avec le taux de rentabilité énergétique. Alors le taux de rentabilité énergétique rentre dedans, tout à fait, sachant que ça, c'est une conception minière qui est vraiment toute récente. Donc avant, on avait tendance vraiment à conditionner les gisements selon leur aspect économique, c'est-à-dire que on va chercher si le coût de production est inférieur à ce qu'on peut vendre. Maintenant, il commence à y avoir une réflexion sur le taux de retour énergétique, c'est-à-dire combien de barils de pétrole on va mettre pour exploiter tant de minerais. Mais ça, c'est encore à l'étape de recherche, pour le coup. C'est-à-dire, alors, les industriels le savent,
quelle est leur consommation énergétique par rapport à tel type de minerai. Mais vraiment, on va dire l'aspect méta-analyse de tous les minerais par rapport à cette dépendance au pétrole, ça, j'ai pas vu de papier. Peut-être qu'il y a des papiers qui sont sortis dessus, mais ça n'a pas l'air d'être, en tout cas dans mon milieu pour le moment, un sujet majeur, on va dire, bien que ce soit mis sur la table assez concrètement en ce moment. Et donc du coup, pour revenir simplement, donc on a vraiment cette production de lithium par les eaux dissoutes, et on va avoir aussi tout ce qui est de l'ordre des gisements du volcanisme plutonique. Donc ça va être notamment Iméris, comme suscité avec le granit de Beauvoir, où là, le lithium est concentré dans les dernières phases de cristallisation d'un magma. Et en gros, quand on va avoir des gros plutons, donc des grosses arrivées de roches en fusion dans la croûte, et ben, selon les stades de cristallisation, on ne va pas concentrer les mêmes éléments. Et du coup, dans une des phases de cristallisation, on va avoir des oxydes de lithium qui vont arriver. Donc de mémoire, celui qui est exploité par Imerys, c'est la lépidolite, donc un oxyde de lithium avec un petit peu d'aluminium dedans. Et là, c'est sous forme solide qu'on le récupère. Et où là, du coup, on a toutes les problématiques minières plus classiques, donc avec les tractopelles, les explosifs, etc., etc. Et les questions un peu plus basiques, dans le sens, est-ce qu'on va avoir assez de lithium pour produire un parc de voitures électriques concret? Est-ce qu'on va avoir assez de lithium pour renouveler ce parc? Est-ce qu'on va en avoir assez dans le temps? Quel est l'impact sur la biodiversité de ce lithium? Ouais. Est-ce que ça pollue plus, tout simplement? Est-ce qu'il y a plus d'émissions de CO2 au moment de cette extraction? Quel est l'impact sur la biodiversité locale? On aimerait surtout en savoir plus aussi sur ces sujets-là. Alors, sur l'aspect pollution, du coup, la grande question dans la transition énergétique, ça va être le transfert de pollution d'un régime à un autre. C'est-à-dire que dans cette idée de transfert d'une pollution à un autre, on va en gros, par exemple, pour reprendre le triangle ABC Argentine, Bolivie, Chili, eh ben, on va sortir des nappes du sol pour les faire sécher et récupérer le lithium. Donc en soi, dans ce process-là, on n'a pas forcément émis énormément de carbone. Problématique, on peut considérer qu'on a gaspillé de l'eau. Donc c'est toujours cette question-là, un petit peu pareil pour dans le minier avec le lithium, avec du coup, par exemple, le broyage, concassage des granites pour extraire les oxydes de lithium. Là, on va avoir d'autres problématiques de pollution, on va dire plus minières, c'est-à-dire par exemple les rejets acides qu'on va avoir par exposition de la roche à nu dans le paysage, qui a tendance à acidifier les cours d'eau, par exemple. Et puis après, du coup aussi tout l'aspect sur site où vraiment, du coup, on a enlevé du volume, donc on perd le sol, la forêt qu'il y avait au-dessus, ce genre de choses. Où là, mais par contre, on est vraiment sur un impact beaucoup plus localisé géographiquement. Donc Donc ça impacte la faune, la flore locale. ça va l'impacter, mais disons que la grande question, c'est est-ce que ça va plus impacter qu'implanter un supermarché? Donc là, c'est là où, entre guillemets, tout ce qui va me toucher au rejet minier va être du coup prépondérant parce que c'est vraiment toute cette notion de produits chimiques, de déchets miniers. On le voit dans le nord de la France avec les terrils, par exemple, où en fait, quand on traite un volume de roche, après, ce volume de roche ne disparaît pas. Donc, il faut bien en faire quelque chose. Donc, au plus on avance, au plus on a tendance à tout exploiter et avoir de moins en moins de déchets. Donc, au plus on avance dans le temps, au plus les mines veulent exploiter absolument tout ce qui est sorti de terre et de moins en moins être spécialisé dans tel ou tel métal. Enfin, je veux dire, dans l'industrie du cuivre ou du nickel, par exemple, c'est très commun d'exploiter ces éléments-là en conjonction avec d'autres. Mais c'est une évolution qui est en cours, disons. C'est-à-dire que vraiment, on va avoir ce modèle, par exemple, un petit peu à l'ancienne de la mine d'or, où c'est vraiment que l'or qui nous intéresse, et de temps en temps, on va produire quelques coproduits, mais c'est tout relatif. Et on va avoir, à l'inverse, des mines où vraiment on essaye de tout rentabiliser à fond. Donc ça, c'est vraiment selon l'entreprise en question, selon les normes environnementales en question. Je pense notamment en termes de rejets. Les rejets miniers ne sont pas du tout traités de la même manière dans le monde occidental ou dans des mines qui ne sont même pas déclarées. Enfin, ça paraît assez évident pour le coup. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le même genre de problématique qu'on peut avoir aussi avec l'industrie pétrolière en termes de rejet de pétrole, hein. Je veux dire, il y a des gisements qui sont très bien surveillés et qui posent assez peu de risques, et d'autres à l'inverse qui sont très peu monitorés, où du coup, voilà, on peut avoir des fuites, on peut avoir des pollutions de cours d'eau. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus lié à l'organisation même du site et à la volonté de faire bien
plutôt qu'un processus, on va dire, qui serait particulièrement limitant. Sachant que oui, la physique veut qu'on aura de toute façon des déchets, mais bon, c'est un petit peu comme tous les déchets, hein, c'est-à-dire qu'on peut les traiter de manière plus ou moins intelligente. Et du coup, est-ce qu'on en aura assez du lithium pour faire des voitures électriques, des batteries ou Alors, c'est ambitieux? du coup, pour revenir sur ce fameux triptyque, on va dire ressources, réserves, production. Les ressources, sur l'aspect des ressources, on n'a pas tant de problèmes, hein. C'est-à-dire que les ressources en lithium auraient largement de quoi nous suffire. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir y accéder. Donc, en termes de réserve de mémoire, dans les débuts des années 2000, on considérait qu'on avait en gros une centaine d'années et quelques de réserves de lithium de disponibles à la consommation du début des années 2000. Donc, on se rend compte vite que ben, si on multiplie par 10 ou par 100 la consommation de lithium, bah, du coup, avec les réserves du début des années 2000, on va diminuer par 10 ou par 100 la durabilité de ces réserves-là. Donc c'est toujours la question de qu'est-ce qui est exploité, qu'est-ce qui est mis sous forme de réserve. Pour donner une idée, le projet d'Imerys dans le granit de Beauvoir est un projet assez conséquent qui pourrait vraiment, on va dire, euh, substanter un pourcentage potentiellement à deux chiffres de la consommation de lithium européenne. Plus, ce serait compliqué de se prononcer vraiment sur des chiffres précis. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que au rythme actuel, si on augmente la consommation par 100 et que les réserves n'ont pas augmenté magiquement, bah, à ce moment-là, il va falloir faire plus d'exploration, plus de production. Et là, à ce moment-là, on va réactualiser les chiffres des réserves à partir du moment où il y aura des organisations minières et ou d'extraction qui auront du coup eu l'autorisation d'exploiter et du coup communiquer sur le volume exploitable. D'accord. On a pas mal parlé lithium, mais bon, c'est pas le seul composant d'une batterie d'une voiture électrique. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y a d'autre dedans, Eh également ben, leurs limites, leur disponibilité, enfin un peu les mêmes sujets qui tournent autour du lithium? Et ben, principalement, du coup, les éléments limitants d'une batterie au lithium, ça va être les graphites et les phosphates. Sachant que du coup, on a également des oxydes de fer dans les batteries, mais oxydes de fer qui, eux, sont beaucoup moins tendus au niveau du marché que les phosphates ou le graphite. Donc, bah, je vais commencer par les phosphates. Donc, les phosphates, c'est un c'est une des grandes matières premières minérales où on a un marché qui commence à se tendre, notamment du fait que le Maroc est leader mondial au niveau des phosphates. Donc les phosphates, eux, se forment en contexte plus sédimentaire avec intervention de la diagénèse. Donc c'est des contextes assez particuliers, on va dire, qui ne se retrouvent pas partout sur Terre. Il faudrait pas qu'on se fâche avec le Maroc. C'est pas une si bonne idée, pour le coup, sachant que oui, oui, le Maroc, c'est vraiment sur les phosphates, en gros, on doit, de mémoire, hein, mais je me trompe peut-être, hein, on doit avoir les États-Unis, le Maroc et la Chine qui gèrent le marché. Après, il y a des institutions qui, entre guillemets, veulent justement débloquer cette situation, on va dire, un petit peu oligopolistique du marché. Après, ben, je pense notamment à l'exploitation conjointe du fer et des phosphates dans le nord de l'Europe, qui est en projet en ce moment. Donc les phosphates, là où on va avoir une tension sur le marché, notamment, c'est qu'en gros, les batteries vont se mettre en concurrence avec les engrais. C'est-à-dire que les phosphates, leur principale utilisation, c'est les engrais pour l'agriculture. Et c'est là où, entre guillemets, on va avoir un problème parce qu'on a une augmentation du coût de la demande en engrais et de la demande pour les batteries. Donc c'est là où, entre guillemets, on pourrait avoir une problématique qui pourrait s'élever en termes de tension de marché. Est-ce qu'on mange ou est-ce qu'on roule, quoi? Ou j'irai pas jusque-là, mais c'est un petit peu l'idée. Disons que plutôt, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on roule? Je dirais, ben, si on veut rouler, manger, ça coûtera plus cher. Voyons plutôt ça comme ça, je dirais. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter du coup sur ce sujet-là? Bah, à la limite, on n'a pas parlé du graphite, du coup, mais bon, le graphite, ça va être un petit peu les mêmes problématiques. Et du coup, on va retomber sur la même chose, hein, c'est-à-dire que on n'a du coup pas des réserves qui sont, on va dire,
fantastique malgré le fait qu'on ait quand même des années d'avance, hein. C'est-à-dire qu'on est très loin d'une rupture d'approvisionnement ou ce genre de choses, hein. Mais c'est comme toute ressource finie, hein. C'est-à-dire qu'au plus on l'exploite, au moins c'est facile d'en exploiter. Donc, le graphite, le gros avantage qu'on a par rapport à l'extraction naturelle, c'est qu'il existe le graphite synthétique. Donc, lui qui du coup pourrait, entre guillemets, en dehors de on va dire de la consommation d'énergie liée à la synthèse du graphite, où là du coup en théorie on serait plus limité par les stocks naturels et on pourrait simplement du coup le synthétiser alors je me rappelle plus des processus industriels, mais en tout cas le graphite synthétique fait partie du marché et peut-être que certains clients préfèrent le graphite naturel au graphite synthétique pour certaines propriétés. Mais fondamentalement, pour les batteries, il n'y a pas de raison que ça pose problème. Il faut voir combien ça coûte aussi. C'est toujours la question du coût aussi, hein, c'est-à-dire qu'en général, la raréfaction de la ressource va d'abord poser une problématique économique avant de poser une problématique écologique pour le coup. Et en dehors de tout ça, bah voilà, je peux conseiller notamment la lecture de pas mal de rapports européens sur la criticité des substances, où du coup, l'Union européenne a travaillé sur quelles étaient les substances critiques pour l'industrie en général, quelles étaient celles qui étaient particulièrement tendues, celles qui, à l'occasion par exemple d'un blocus ou d'une sanction économique, nous seraient quasiment retirées en termes de marché. Donc c'est toujours cette question aussi par exemple pour les phosphates, comme vous disiez par rapport au fait que si on a un petit conflit avec le Maroc, ça va être problématique. Bah, en effet, c'est-à-dire que quand on a des situations où, par exemple, quand on parle souvent des terres rares avec la Chine, où on dit, bah oui, bah si les Chinois décident de ne plus nous envoyer les terres rares, bah, on n'a pas vraiment de fournisseurs alternatifs. Mais ça, c'est vraiment une notion économique, parce que pour le coup, des terres rares, j'ai envie de dire, par exemple en Occident. La question, c'est toujours, est-ce que les problématiques de pollution, on les délocalise ou est-ce qu'on les garde à la maison? Donc, en tout cas, l'Europe a des potentialités vraiment non négligeables d'extraction des minerais nécessaires à la fabrication des batteries. La question, c'est beaucoup plus l'acceptabilité sociale de ces projets-là, parce que ce qui est une commune idée est que de toute façon, c'est dans les pays avec les normes les plus écologiques que du coup les mines seront faites le plus proprement et que s'il y a, on va dire, déviance par rapport à la norme, et où là du coup les punitions aussi économiques sont les plus appliquées. Ça ne veut pas dire que c'est bien appliqué, ça ne veut pas dire que le système est parfait, c'est juste qu'en général, en termes de rejet minier et ce genre de choses, bah c'est vrai qu'il y a tout intérêt à le faire là où les normes sont les plus strictes pour justement avoir le moins d'impact sur l'environnement. Mais du coup, des normes plus strictes aussi, c'est des projets plus chers. C'est-à-dire que là, on le voit beaucoup dans ce qu'ils appellent l'après-mine, où justement, sur le territoire français, on a beaucoup de problématiques d'après-mine. Je pense notamment au Massif central, où ben, voilà, on a des sites on ne peut pas construire à côté, c'est des sites qui sont gardés, ça demande une maintenance, pas forcément dramatique, ça devient même parfois des sanctuaires pour animaux, selon si c'est bien fait. Mais par exemple, si c'est mal fait et qu'on a un lac avec un pH de Coca-Cola, bah, c'est sûr que les poissons ne vont pas revenir. C'est toujours, est-ce qu'on veut mettre l'argent pour réparer la cicatrice qu'on a mis dans l'environnement? Si je peux me permettre une petite parenthèse aussi, du coup, pour le lithium, donc je vous ai parlé des saumures, mais il faut savoir aussi qu'une des pistes de réflexion qui a notamment été évoquée dans la vallée du Rhin, c'est au lieu comment dire, d'exploiter le lithium à partir de salars où on fait s'évaporer l'eau et où du coup on perd cette eau par évaporation. Il y a énormément de projets où il y a une conjonction entre le captage et la réinjection de l'eau dans le cadre de la géothermie et où du coup on aurait un dispositif de récupération du lithium avant réinjection de l'eau dans le sol et où là du coup
on aurait pas forcément cette perte de l'aquifère, pas cette perte de la nappe phréatique. Mais du coup, voilà, c'est une centrale, par exemple, géothermique qui coûte plus cher parce qu'en plus de ça, on lui met une unité extractive avec l'unité géothermique. Et là, bah, par exemple, on pourrait se dire, ah super, ça fait pas de déchets. À l'inverse, en conséquence environnementale, on peut avoir la sismicité induite des centrales géothermiques. C'est-à-dire? Eh bien, quand on pompe l'eau pour la remettre dans le sol, on a toujours tendance à faire bouger les structures de déformation. C'est un petit peu une constante, on n'a pas vraiment le choix, hein. C'est-à-dire qu'on déséquilibre un système, on le rééquilibre. C'est assez bien géré parce qu'on ne se permet pas des sismicités, on va dire, dangereuses, hein. Je pense notamment à l'Islande qui a trouvé, selon moi, un bon équilibre entre la sismicité induite par la géothermie et la production. C'est-à-dire qu'ils ne se permettent pas non plus des séismes monstrueux, mais ils s'en permettent quelques-uns. Mais du coup, là, on retombe sur la problématique de l'acceptabilité sociale, hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans une région où il n'y a jamais eu un seul séisme, bah, un séisme de magnitude 3 va faire très peur. Et du coup, peut amener, par exemple, à du coup, une demande de retrait de l'industrie, oui, disons que je pense notamment à cette usine dans le Bas-Rhin, hein, ou au plus c'est Bas-Rhin ou Haut-Rhin. Mais du coup, là, à l'inverse, on a une forte réactance de la population, alors que dans une zone sismique qu'on connaît, où les gens sont habitués, par exemple, à du volcanisme, comme en Islande, c'est pas pire que le volcan d'à côté, donc si ça fait de l'électricité quasi gratuite, on prend. C'est un petit peu ça, quoi. Bon, bah écoute, je te remercie. C'était intéressant d'avoir ton avis. Est-ce que tu souhaiterais peut-être donner ton opinion sur plus généralement la voiture électrique? Est-ce que pour toi, tu crois à ce projet 2035? Alors, si on pense vraiment à ce que je crois, si on parle vraiment de ce que je crois, Ton avis personnel? ouais, voilà, on est vraiment hors du factuel. C'est ça, on change de ton. Euh, je pense que de toute façon, la voiture en tant que mode de transport ne va pas disparaître. La question, ça va plus être l'usage, je pense. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'utiliser la voiture électrique n'est pas forcément un démon, on va dire, par rapport à la voiture thermique. Je pense que le gros défaut, ça a été la généralisation de la voiture, plus que son existence en tant que telle, hein. C'est-à-dire qu'une technologie, on va dire, n'est jamais bonne ou mauvaise, c'est plus l'usage qu'on en fait qui est problématique. Le fait d'avoir donné la voiture individuelle à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu l'idée, hein. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que dans une société soutenable, il est difficilement concevable d'emmener 2 tonnes de métal avec soi chaque fois qu'on veut chercher du pain. Par contre, c'est vrai que pour un déménagement, je vois mal comment des déménageurs pourraient se débrouiller sans fourgon. Donc c'est toujours la question, par exemple, de la charge utile d'un véhicule, hein. Mais pareil pour les véhicules électriques. Enfin, je veux dire, on aura toujours, si on veut continuer à avoir une industrie, on a besoin des machines. Donc, à partir de là, c'est plus la question, on va dire, de l'usage. Il va y avoir l'usage privé, il va y avoir l'optimisation, les effets d'échelle. Je pense notamment, je veux dire, dans les années 50-60, c'était pas rare, par exemple, qu'il y ait des bus qui viennent chercher les ouvriers pour aller à l'usine. Alors, je parle d'un monde qui est moins existant aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant, la contrainte était économique, hein. C'est-à-dire que on n'avait pas l'argent de s'acheter sa propre voiture, donc on allait au bus à l'usine, et l'usine affrétait un bus, et tout le monde payait son abonnement de bus, payé par son salaire. Et on savait s'adapter. On essaie de s'adapter, et on essaye toujours, hein. C'est plus que la liberté des individus, on va dire, fait que on prend le chemin de moins faible résistance, et ce chemin n'est pas forcément celui qui est le plus viable à long terme. Donc peut-être que justement, se diriger vers des chemins avec une friction légèrement supérieure, que ce soit par exemple en termes de temps de trajet, de pouvoir de déplacement. C'est vrai que le temps de trajet ou le pouvoir de déplacement, je pense que c'est des choses qui vont être amenées à diminuer. Enfin, je veux dire, la voiture électrique généralisée pour chaque Européen adulte en âge de travailler, ça me paraît compliqué. Par contre, c'est vrai qu'une généralisation de la voiture électrique avec, par exemple, des systèmes de location et des régimes différents entre les particuliers et les professionnels, elle me paraît beaucoup plus intéressant. C'est la question aussi, enfin, c'est de l'aménagement du territoire, c'est de l'urbanisme,
plein de choses dans lesquelles je suis pas experte, on va dire. Tout ce qu'on sait, c'est que oui, laisser simplement on va dire, l'agent économique décider de la meilleure organisation de la société n'est pas toujours la meilleure idée. Après, bon, on va pas forcément repartir en dictature tout de suite, hein, mais, mais en tout cas, c'est vrai que faire avoir un marché régulé là-dessus, ça me paraît être une nécessité si on veut adresser le problème. On va s'arrêter là-dessus. Je te remercie et merci à tous ceux qui nous ont regardés. À bientôt.